Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de l'actualité de ce lundi matin. L'Église catholique universelle a un nouveau bienheureux. Le Congolais Floribert Boanachu vient d'être désigné comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Il a été béatifié hier à Rome dans la basilique Saint-Paul hors le mur au cours d'une messe à laquelle ont participé de nombreux fidèles dont les Congolais. Pour rappel, ce jeune Congolais agent de l'OCC a été assassiné à l'âge de 26 ans pour avoir résisté à la corruption. Le détail à suivre dans un instant. Également au sommaire de votre 7h, les chauffeurs des camions poids lourds viennent de reprendre le volant. Ils ont mis fin à leur mouvement de grève décrété depuis 3 semaines. Ils protestaient contre la mesure des restrictions des heures de circulation prises par le gouvernement provincial de Kinshasa. Un compromis a été trouvé sous la médiation du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. On en parlait dans ce journal. Et enfin, l'armée nationale dotée de 2 avions de transport. Objectif, mieux assurer les déplacements des officiers pour une meilleure supervision des troupes. Ces appareils ont été remis au chef d'état-major général de FARDC par le vice-premier ministre en charge de la défense. Il s'agit d'un premier lot d'une série de 4 avions qui seront mis à la disposition de FARDC. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, l'Église catholique universelle a un nouveau bienheureux. Le Congolais Floribert Boanachu vient d'être désigné comme martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Il a été béatifié hier à Rome dans la basilique Saint-Paul hors les murs au cours d'une messe à laquelle ont participé de nombreux fidèles dont les Congolais. Pour rappel, ce jeune Congolais agent de l'OCC a été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir résisté à la corruption et a refusé de faire passer à la frontière de marchandises avariées en provenance du Rwanda qui aurait pu empoisonner un grand nombre de Congolais. Les chauffeurs des camions poids lourds viennent de reprendre le volant. Ils ont mis fin à leur mouvement de grève décrété depuis 3 semaines. Ils protestaient contre la mesure des restrictions des heures de circulation prises par le gouvernement provincial de Kinshasa. Un compromis vient d'être trouvé sous la médiation du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Plus de précision avec Rodé Panda. 3 semaines de paralysie d'approvisionnement de la capitale Kinshasa en biens de première nécessité avec conséquence de la flambée des prix sur les marchés. Aujourd'hui, la route dégagée, la grève des camionneurs et chauffeurs transporteurs poids lourds élevés. D'intenses séances de dialogue et concertation ont été organisées d'abord avec le premier vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et les partenaires économiques, ensuite à Lukaya, dans le Congo central, entre le gouvernement central à travers la commission interministérielle composée de l'intérieur, les transports et l'économie, le gouvernement provincial et la délégation syndicale des transporteurs. Un compromis a été trouvé par toutes les parties concernées. Les conseillers représentant du VPM de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, chef de la délégation association et la délégation syndicale des transporteurs ont tour à tour fait la mise au point. On permet aux camions de venir à Kinshasa de 22h à 5h du matin. Ils peuvent entrer dans la ville, mais dans le strict respect du code de la route. À nos dirigeants, s'il y a des décisions à prendre, nous devons les mûrir tous ensemble. Les routiers, nous-mêmes aussi, nous devons être conséquents et faire vivre la route à tous les Congolais. Dès l'annonce de la levée de la grève, la reprise des activités de transport a suivi immédiatement. Il faut préciser que le problème des embouteillages n'est pas que l'affaire des camionneurs. Les usagers des transports urbains, motos, taxibus et taxis, avec des dépassements désordonnés, en sont pour beaucoup. La loi et ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent se mettre en action. La répression est une des méthodes qui accompagnent la loi. La première ministre hausse de nouveau les tons face à l'agression rwandaise. Aucun accord ne viendra récompenser l'agression de notre nation. Ce sont des mots fermés prononcés par Judith Suminwa. C'était lors de son discours prononcé dans un ton tranchant à la 20e édition de DRC Mining Week qui s'est achevée le vendredi dernier à Lubumbashi. Chimendundu nous en parlait. Coup de tonnerre au Pullman Caravia.
À Lubumbashi, la première ministre Judith Suminwa Tuluka frappe fort. Aucun accord ne récompensera l'agression du Rwanda en RDC. Depuis la capitale du cuivre, Judith Suminwa Tuluka a défendu une vision ambitieuse. Faire de la RDC un moteur industriel du continent. Le corridor de Lobito a été présenté comme une véritable colonne vertébrale pour l'intégration régionale. Le corridor de Lobito doit devenir un véritable corridor de développement, une colonne vertébrale autour de laquelle vont se greffer des pôles industriels intégrés, des plateformes logistiques et des zones économiques spéciales. Ainsi, nous voulons qu'à l'avenir, le corridor de Lobito porte le développement en amont et en aval et permette une meilleure intégration régionale au service de nos populations respectives. Dans une ambiance électrique, la chef de l'exécutif central a clôturé la 20e édition de la DRC Mining Week. Entre patriotisme et promesses de réforme, cette DRC Mining Week se termine sur une note de résilience avec un message clair. La RDC verrait prendre le contrôle de ses ressources. La République démocratique du Congo ne pliera pas. Nous avons besoin de stabilité et de souveraineté pour améliorer notre économie, notre système éducatif, nos services de santé et offrir des perspectives d'emploi pour notre jeunesse, à travers notamment plus d'investissements privés, particulièrement dans le secteur minier. Ainsi, nous mènerons cette lutte jusqu'à la victoire finale, car le cœur du Grand Congo bat avec courage et fierté. C'est sur ces mots que je déclare officiellement close la 20e édition de la DRC Mining Week. Arrivée sous les ovations d'une foule nombreuse, Judith Suminwa a visité le stand du salon minier aux côtés de plusieurs membres de son gouvernement. L'orientation des fondements, la réalisation des fonds énergétiques pour booster le secteur minier, c'est l'une des recommandations formulées au terme de ces 3 jours de travaux de DRC Mining Week, des recommandations lues par les rapporteurs de ces assises en présence de la Première ministre. Regardez. Les participants à la 20e édition de la DRC Mining Week ont formulé une série de recommandations dans la synthèse des 3 jours de travaux intenses. Au nombre de celles-ci, précise le coordonnateur de la cellule technique des coordinations et des planifications minières, Dieudonné Ntamboué, et rapporteur de ces assises, figure entre autres l'orientation des fondements à la réalisation des fonds énergétiques pour booster le secteur minier et le renforcement du cadre juridique, mieux le respect de ce cadre. Selon le rapporteur Dieudonné Ntamboué, les participants ont privilégié aussi dans leurs échanges la formation des ingénieurs pour prévenir l'évolution du secteur et l'amélioration de la politique générale de la gestion qui tient compte des effets collatéraux de la réalité sur terrain. L'intensification de la recherche géologique et minière. Il a été recommandé de maintenir un dialogue permanent et inclusif entre le secteur privé et le secteur public. La promotion d'une fiscalité incitative et ordonnée plutôt qu'une fiscalité punitive a été aussi la collaboration régionale pour plus de résilience de l'industrie minière africaine. Les participants, affirment le reporter, se sont préoccupés également de l'élaboration des projets gagnants-gagnants dans les secteurs miniers au bénéfice des consommateurs des produits des mines. Et puis, ces chiffres qui choquent et inquiètent, plus de 80% de minerais de l'espace Grand Kivu sont exploités illégalement. Une situation qui fait perdre à l'État congolais des milliards de dollars chaque année. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Maniema, ces 3 provinces réunies viennent de dire stop. Les gouverneurs de toutes ces provinces ont signé hier un accord de coopération interprovinciale. Plus de précision avec Renette Koulonga. Un accord de stratégie pour le développement du Sud Kivu, Nord Kivu et les Maniema vient d'être signé à Kolosi dans la province du Lualaba.
Ensemble, ces trois provinces vont combattre la vente illicite de leurs minéraux. Jean-Jacques Pourouzi, gouverneur du Sud Kivu, explique ici l'importance de cet accord. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. C'est une initiative qui a commencé en janvier à Bukavu. L'idée, c'est de nous mettre ensemble pour essayer de faire face aux nombreux défis qui affectent la population du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema. Il y a un sérieux trafic illicite de nos minéraux. Selon nos calculs, le Grand Kivu réuni peut générer facilement 24 milliards de dollars américains par mois. Et tous ces minéraux nous échappent. 83% des minéraux qui sont exploités dans le Grand Kivu sont illégalement détenus. Au moins 750 kilos d'or de production par mois déclarés. Et donc, c'est des milliards de dollars américains qui nous échappent chaque année. Ces derniers soulignent les axes prioritaires pour le développement de ces trois provinces. Avec cette stratégie, nous allons mutualiser nos forces de défense et de sécurité, nos contrôles sur nos frontières respectives. Nous allons renforcer les mécanismes de vérification de la perception des taxes. Et là, ça va nous permettre de générer de l'argent. C'est-à-dire nous allons capturer cet or qui est en train de nous échapper, cette cassiterite, ce coltan, ce diamant. Et puis nous voulons aussi renforcer la libre circulation des personnes et des biens, qui est un droit reconnu par notre Constitution. Les Sud Kivu, le Nord Kivu et les Maniema qui forment les Grands Kivu. Cette région est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo en raison de sa richesse naturelle, de sa diversité culturelle et de son rôle stratégique. Le 15% du budget au niveau national comme provincial doivent désormais être affectés à la santé pour financer la couverture santé universelle. C'est l'une des recommandations formulées au terme de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi dans le Lualaba. Et le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, se frotte déjà le main face à cette recommandation. Robert Ndaï nous en parlait. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. La 12e session de la conférence des gouverneurs appartient désormais au passé et la commission santé de cette conférence appelle les gouverneurs de province à une mobilisation collective pour transformer les promesses de la couverture santé universelle en actions concrètes. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, se félicite de l'augmentation du budget de la santé à 15% au niveau national et provincial. Des impressions très positives, bien entendu, avec l'engagement des gouverneurs pour consacrer un budget conséquent à la santé, c'est la première fois. Et l'engagement de toute la République pour que nos plus vulnérables accèdent aux soins de qualité, c'est vraiment magnifique. La couverture santé universelle était un enjeu majeur pour les systèmes de santé lors de cette 12e conférence des gouverneurs. Dr Samuel Roger Kamba a informé les gouverneurs des provinces de la mise en place des politiques visant à garantir l'accès à des soins de santé de qualité pour tous les Congolais, vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Sur instruction personnelle du chef de l'État, le ministre de la Santé publique supervise lui-même la réhabilitation et la construction de plusieurs établissements de santé à travers le pays pour réduire les disparités en matière d'accès aux soins de santé. À Mbujimai, Tokoma Kinshasa, à Lubumbashi et au Lualaba, les infrastructures hospitalières sont en train de sortir des terres et mettre fin au transfert des malades à l'étranger. Les militaires, les policiers, les enseignants et les magistrats viennent eux aussi d'intégrer pour la toute première fois le régime de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Ce nouveau système de sécurité sociale a été présenté aux fonctionnaires de l'État de la province du Lualaba par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou. D'autres innovations apportées par ces nouveaux systèmes dans ce reportage signé Nadine Kilosho et Moké Maloma. En mission officielle à Kolwezi, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou a rencontré les enseignants et fonctionnaires de l'État pour présenter le nouveau système de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce système intègre pour la première fois les militaires, policiers, enseignants et magistrats et inclut une nouvelle branche couvrant les accidents de travail et maladies professionnelles. Lorsque nous sommes arrivés,
En 2021, nous avons travaillé âprement pour essayer de renverser la tendance. Et en 2022, nous avons réussi à faire partir 10 900 agents à la retraite. Comme quoi, ce qui est important, c'est la volonté politique pour essayer de faire bouger les lignes. Nous avons mis en place un plan quinquennal. Une bonne partie partira même à la retraite, et ensuite, après, l'autre partie suivra au fur et à mesure. Et nous allons essayer d'accélérer en 2026, en 2027, pour atteindre la vitesse de croisière. Et nous sommes en train de mettre en place un dispositif de financement innovant de la retraite pour essayer d'aller plus vite pour certains services. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a réaffirmé la volonté du gouvernement, sous la conduite de Madame la Première ministre Judith Suminwa, d'assurer une retraite digne et une protection sociale durable à tous les agents publics de l'État. Nous sommes rassurés que le fonctionnaire sera pris en considération dans l'avenir. Avec cette réforme, l'enseignant va retrouver sa valeur. L'armée nationale dotée des 2 avions de transport, objectif mieux assurer les déplacements des officiers pour une meilleure supervision des troupes. Ces appareils ont été remis au chef d'état-major de FARDC par le vice-premier ministre en charge de la Défense. Il s'agit d'un premier lot d'une série de 4 avions qui seront mis à la disposition de FARDC. Plus de précisions avec Centre Nyankitabou. Pas de répit pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, qui, après son retour tard dans la nuit en provenance de Kolwezi, ce samedi 14 juin, il a procédé à la remise des 2 avions de transport destinés à faciliter la mobilité des officiers des FARDC pour une meilleure supervision des troupes. Baptisé général de corps d'armée Maël Elio Kobokungu et général de corps d'armée Léonard Mulumbanyuni, dotés respectivement pour l'état-major général et l'état-major force terrestre, ces 2 engins volants entrent dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réformer et de redynamiser les FARDC. Nous avons une grande responsabilité qui nous est confiée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, réorganiser l'armée de notre pays. Ce que nous sommes en train de faire, c'est exactement la mise en place du trinôme FEC. F comme formation, nous y sommes avec le chef d'état-major général. E comme équipement, C comme casernement. C'est dont nous sommes en train de nous atteler dans les prochains mois. Nous allons signer plusieurs contrats avec nos partenaires afin que ces trinômes voient le jour. Ce sont ces outils de travail qui nous sont confiés par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Maître Guy Kabombo Modianvita s'emploie activement à renforcer l'efficacité opérationnelle des FARDC dans le cadre de sa mission de mise en condition. Suivant la trilogie FEC, Mbandaka, 13e région militaire, vient de boucler le quadrillage du programme d'itinérance de 10 régions militaires existantes en vue de proposer des réformes uniformes et pertinentes, répondant ainsi aux besoins réels des FARDC. L'RDC était présente à la 113e session de la Conférence internationale du travail à Genève en Suisse et c'est le ministre de l'Emploi qui a porté la voix de l'RDC à ses assises devant la tribune. Ephraim Akwakwa a dénoncé l'agression rwandaise dont est victime son pays. Jojo Nzibou pour les commentaires. La tradition a été respectée cette année à Genève, en Suisse, avec la tenue de la 113e session de la Conférence internationale du travail. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakwa Nameto, qui du haut de cette tribune a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur d'un travail décent. Le patron de l'emploi a rappelé aux participants la situation socio-économique et sécuritaire de la partie est de la RDC. Au moment où je prends la parole du haut de cette tribune, une bonne partie de l'est de mon pays est sous occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes M23/AFC. Les génocides subtils et systématiques contre le peuple congolais continuent d'être perpétrés
dans leur propre territoire et c'est aux vies et aussi de la communauté internationale. Parmi les participants, le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga Wamutwabo, avec l'idée de faire la modernisation à travers des pratiques de l'informatisation, de la gestion et certaines applications que nous avons mises à profit pour passer d'une administration en papier à une administration beaucoup plus moderne, axée sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre de l'Emploi et du Travail de la RDC a émis le vœu de voir les conclusions des différents rapports et recommandations de cette 113e session attirer la conscience universelle. L'échangeur de la province du Lualaba est le plus grand échangeur de l'RDC. L'ouvrage a été inauguré la semaine passée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure, nous revenons sur la longueur et la largeur de cet échangeur ainsi que ses particularités. Yolande Voka nous les décrit. L'ouvrage n'a rien envié aux mégastructures de pays avancés. Kolwezi a franchi un cap historique dans sa modernisation urbaine avec l'inauguration par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du tout premier échangeur de la ville. Cet ouvrage, fruit de l'expertise de l'entreprise General Malta Forest, implantée en République démocratique du Congo depuis 1922, est un chantier monumental. 2,5 km de chaussées bitumées, une largeur totale de 15,5 mètres incluant les accotements et 2 ponts majeurs, l'un de 57 mètres enjambant la RN39, l'autre de 21 mètres au-dessus de la voie ferrée. Il s'agit à ce jour du plus grand échangeur du pays. À cette occasion de l'inauguration de l'échangeur routier, ces infrastructures construites dans un contexte d'agression de notre territoire national, je voudrais en saluer les héros pour sa bravoure. Je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Les sites bénéficient également d'un système d'éclairage public alimenté par 154 lampadaires solaires fournis par Congo Énergie, une autre entreprise du groupe Malta Forest International. C'est un honneur et une profonde fierté pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom du groupe Forest, à l'occasion de l'inauguration d'un ouvrage hors du commun, le tout premier échangeur de la ville de Kolwezi, et j'oserais le dire, de la République démocratique du Congo. Une contribution qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de développement durable qu'incarne la philosophie politique du chef de l'État, traduit ici par un engagement du secteur privé dans la transformation du paysage urbain congolais. Et ce n'est qu'un début. Les groupes Forest annoncent déjà le lancement prochain de travaux d'un deuxième échangeur à 2 niveaux, cette fois au rond-point Mwangeji. Une nouvelle infrastructure qui viendra renforcer la fluidité du trafic à Kolwezi et soutenir l'expansion de la capitale mondiale du cobalt. Plusieurs travaux de réhabilitation des routes s'exécutent dans la ville d'Inongo, dans la province du Maïndombe. Et le vice-gouverneur a fait la ronde de quelques chantiers pour évaluer les niveaux d'avancement des travaux qui sont tous exécutés par l'Office des voiries et drainage. Les travaux de la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville d'Inongo qu'exécute l'Office des voiries et drainage de la province de Maïndombe OVD sous l'égide de son directeur, le professeur Dr. Neja Oulinde Mikiling avance à pas de géant. Comme les images les illustrent bien, le vice-gouverneur de la province de Maïndombe, Trésor Fourongo, qui dit Petit Fati, est l'homme qui déplace les montagnes, a effectué une visite d'inspection afin de palper du doigt l'état d'avancement des 10 travaux. Sur place, le constat est positif. Je viens d'effectuer une visite, voir comment l'OVD est en train de travailler ici à la ville d'Inongo. Le constat que j'ai fait, c'est que l'OVD est en train d'exercer un bon travail, que j'ai apprécié. Je salue le directeur provincial de l'OVD par rapport au travail qu'il est en train de faire pour matérialiser la vision du chef de l'État. Par la même occasion, Trésor Fourongonké plaide aussi au gouvernement central. Et j'ai encore constaté que l'OVD est en train de travailler avec la main-d'œuvre locale. C'est une chance
un appel au président de la République et aux fondaires de ne pas laisser l'OVD Mai-Ndombe seulement de travailler avec la main-d'œuvre locale, mais aussi nous aider avec les engins pour que l'OVD Mai-Ndombe puisse travailler comme toute autre province. Les usagers de ces routes saluent l'exécution des dits travaux car plusieurs tronçons étaient impraticables lors de la saison pluvieuse. Il s'est de pression. Le vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Trésor Furungonke, était accompagné de son ministre et des ITPR ainsi que d'autres ingénieurs de l'OVD qui d'ailleurs fournissaient des explications au vice-gouverneur sur l'évolution des dits travaux. Et puis, c'est triste anniversaire avant de nous séparer. 5 ans déjà, depuis que mourait le sénateur Pierre Lumbi à Kinshasa. Ses proches et sa famille ont organisé une messe de suffrage le week-end dernier en hommage de ces grands hommes politiques. Gaëtan Magalano pour plus de précisions. Pierre Lumbi au Congo. Le souvenir de ces grands acteurs de la société civile des années 80 a été rappelé à l'assistance. Ses proches amis et connaissances ont organisé une messe de suffrage au cours de laquelle l'officiant du jour a rappelé la qualité exceptionnelle de cet ancien ministre des Affaires étrangères de Tshisekedi. Le participant à la messe était unanime et ont insisté sur le vertu de Pierre Lumbi, le fondateur du mouvement social pour la République. C'est un homme de grande valeur, un homme de conviction, un homme de courage, un homme qui fut très important dans la famille, comme aussi dans la nation, parce qu'il était vraiment un homme d'État très engagé pour la cause de son pays. Cet homme de conviction a été arraché à l'affection de siens il y a 5 ans. Et ceux qui l'ont rejoint dans le combat politique retiennent de lui l'image d'un homme rassembleur qui a su fédérer les hommes autour d'un idéal commun, l'amour du Congo. Ce natif de Bukavu a été le fondateur de la toute puissante Solidarité paysanne, organisation qui a marqué les esprits pendant de nombreuses années. Par la suite, le proche et la famille biologique de cette grande figure politique sont venus se recueillir devant le mausolée érigé en sa mémoire. Pierre Lumbi s'en est allé, mais son œuvre reste à jamais gravée dans la mémoire collective nationale. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Érudis Kitutu, réalisé par Maxime Androkwa, Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Anour Mouti Chora Mazaza Alain Soudi Papi Vouilé. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Nsakala. Mais bien avant, nous vous laissons en attendant plutôt, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila et Mélissa Kachama pour la suite de l'émission Le Panier Moi. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.